Bonjour Monsieur Chancel. Bonjour Katerina. Merci de nous accorder cet entretien qui portera sur les relations de l'Union européenne avec la Chine. Ma première question est la suivante. Comment peut-on caractériser les relations entre l'Union européenne et la Chine? Est-ce qu'il existe un compromis dans la position des 28 États membres sur la Chine? Oui, pour le moment, les relations sont inégales et asymétriques, comme en témoigne le lourd déficit commercial de l'ensemble européen par rapport à la grande Chine. Ça, c'est un premier point. Alors, l'Europe étant plurielle, il est entendu que ces différentes composantes n'ont pas la même ampleur de déficit. La championne est l'Allemagne et la France a les difficultés que l'on sait. Et justement, cette inégalité dans les termes de l'échange est ce qui fait problème aujourd'hui. Et le compromis que vous évoquez est justement recherché par les deux parties actuellement. Pourquoi? Parce que d'une part, la Chine est aux prises avec un ralentissement sensible de son économie depuis la grande crise, et d'autre part, l'Europe est en panne économiquement avec une croissance quasiment nulle, avec comme corollaire évidemment le chômage de masse qui la hante actuellement. Merci. Quelles sont les ambitions de la Chine en Eurasie? Sont-elles compatibles avec celles de l'Union européenne? Alors, pour le moment, en particulier avec l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a déjà une petite vingtaine d'années, il y a un bloc ressuscité depuis le temps de Staline et de Mao, un bloc continental, sino-soviétique, aujourd'hui plutôt évidemment, sino-russe. Et globalement, pour contenir le containment américain ou occidental. Et cette alliance continentale, que l'on perçoit sur un certain nombre de dossiers extrêmement sensibles, comme la Corée, comme la Syrie, plus récemment comme l'Ukraine, est un instrument géopolitique et diplomatique très utile pour neutraliser, dans une certaine mesure, la diplomatie occidentale et singulièrement anglo-saxonne. Toutefois, à terme, il n'est pas dit que les intérêts de la Russie et de la Chine concordent toujours. Le général de Gaulle disait que la Chine contient, que la Russie contient, tandis que la Chine se répand quelque part et que les intérêts ne sont pas toujours du même ordre. En particulier parce que d'ores et déjà, quelques millions sans doute de paysans chinois ont transgressé la frontière du côté de la Sibérie. La Sibérie, ça veut dire le pays endormi, en langue locale, mais elle est encore relativement vide d'hommes, mais très riche en minerais, en énergie, en bois, en fourrure, en tout ce que l'on veut. Et à terme, la question se pose, est-ce que la Russie pourra paisiblement et sans problème conserver la Sibérie? Alors, on ne touche pas aux frontières comme cela, mais il est évident que la Russie, avec son problème démographique et son désarroi économique, parce qu'elle aurait grandement besoin d'une mutation profonde de son économie domestique, nous ne parlons pas du complexe militaro-industriel, il est clair qu'à terme, et c'est ça le paradoxe peut-être eurasiatique, c'est qu'à terme, pour autant, Paris, Berlin ou Moscou auraient objectivement des intérêts concordants et éminemment complémentaires par rapport aux grandes masses démographiques de l'Asie et par rapport au monde musulman en pleine effervescence. On pourrait largement développer ces deux thèmes. Et là, les intérêts sont parfaitement concordants, comme l'avait aperçu le général de Gaulle, d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, non, en fait, d'une Europe de l'Atlantique au Pacifique. Il avait très bien perçu cela. Merci. Faut-il avoir peur de la Chine aujourd'hui? Alors, nous disons que
la Chine est un empire. Et une logique impériale, comme la Russie d'ailleurs, n'a rien à voir avec, avec un État-nation de type républicain, parce que dans un empire, vous êtes un sujet. D'ailleurs, on peut se demander si la Chine peut être gouvernée par quelqu'un d'autre, qu'il soit Han, c'est-à-dire chinois, mongol, mandchou ou rouge aujourd'hui. Est-ce que la Chine peut être gouvernée par quelqu'un d'autre qu'un empereur, étant donné que c'est un pays de taille, disons, XXL. Tandis que dans une démocratie, on est citoyen. Donc, d'où les incompréhensions d'un côté et de l'autre. Donc, impérial, on peut dire que la Chine, elle l'est par nature. Ne nous méprenons pas. Il faut une poigne de fer d'un empereur pour éviter qu'elle se dissolve et qu'elle périclite, d'une part. Mais impérialiste, non, elle n'a pas l'intention de conquérir le monde. Elle est bien trop contente de laisser les États-Unis faire les frais, à tout point de vue, de ce qu'il reste d'ordre mondial et à demeurer le shérif du monde, qui est, d'après beaucoup d'hommes quand même sur Terre, la moins mauvaise des solutions actuelles. Pour autant, il ne faut jamais insulter l'avenir. L'histoire extraordinaire de la Chine au XXe siècle, alors c'est nous qui nous engageons, elle est quand même extraordinaire. Pourquoi? Parce que malgré les crimes de Mao Tse-tung, il a été un très grand homme d'État. On pourrait dire qu'avec lui, 1949, la République populaire de Chine, et qui gouverne la Chine, c'est le Parti communiste, 85 millions de membres, et l'Armée populaire de libération, 1949, c'est la dignité retrouvée, avec le premier empereur rouge qu'est Mao. À partir de 1978-1979, avec le deuxième empereur rouge, Deng Xiaoping, qui choisit la réforme à la révolution, parce que la révolution bouleverse, tandis que la réforme transforme véritablement, c'est, comme on dit là-bas, du côté de Pékin, la petite prospérité. Mais, même dans l'esprit de Deng Xiaoping, qui avait fait des études et qui avait travaillé en Occident à Paris, comme Zhou Enlai, mais non pas Mao, qui ne connaissait que Moscou, eh bien, à terme, ça pourrait être, tenez, à l'occasion du 100e anniversaire de la création de la République populaire de Chine, donc l'an de grâce 2049, peut-être la liberté retrouvée. Parce que même dans la culture chinoise, il y a comme vous et moi des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui contestent et qui rêvent aussi de liberté. Il ne faut pas oublier tout ce pan énorme de la contre-culture asiatique. Simplement, les dirigeants chinois, à tort ou à raison, c'est leur problème, qui est aussi un petit peu le nôtre. Ils pensent que la liberté tous azimuts pour 1,5 milliard d'hommes, dans un pays plus vaste, légèrement, ça ne leur déplaît pas, que les États-Unis eux-mêmes, il faut d'abord le développement, dans l'ordre, et alors seulement, à terme, le gâteau sur la cerise, une fois la petite prospérité assurée, alors on aurait le moyen de s'offrir la démocratie. C'est ce que l'on souhaite à la Chine, et à nous-mêmes, bien entendu, parce que le rêve de tous, si la Chine devenait démocratique à son tour, alors effectivement, selon la célèbre formule, elle aurait changé, mais elle aurait changé le monde. Le contexte ne serait pas du tout le même. Donc tout ça est vraiment nuancé. Mais pour l'instant, le choix est draconien, c'est-à-dire que Xi Jinping, le 5e empereur rouge actuellement, ce qu'il veut, c'est tenter de faire perdurer la croissance. Sans cela, la Chine peut être soumise à des révoltes par manque de travail considérable. Et d'autre part, il devient donc libéral sur le plan économique, mais plus tyran que jamais sur le plan politique, comme on peut le voir actuellement. Il y a un resserrement politique, il y a entre 40 000 et 80 000 cyberpoliciers qui traquent les contestataires sur Internet, comme ils traquent les avocats, comme ils traquent les artistes, comme ils traquent les dissidents. Donc aujourd'hui, ne nous méprenons pas, il y a libéralisme économique concomitant avec un refroidissement politique extrêmement sévère en Chine. C'est ça le paradoxe actuel. Et quels sont les défis majeurs auxquels la Chine doit faire face aujourd'hui? Alors d'abord, au pays de Mao, une fantastique inégalité sociale.
le coefficient de Gini qui mesure dans un pays les plus riches et les plus pauvres est supérieur à ce qu'il est aujourd'hui aux États-Unis et ne cesse de s'accroître. Alors on part donc de laisser pour compte de la prospérité. Le mérite, c'est que le régime a créé la plus vaste classe moyenne du monde, 500 millions d'hommes et de femmes qui ont le même pouvoir d'achat que vous et moi, mais il reste encore 700 à 800 millions de Chinois à tirer véritablement de la misère, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers paysans, les fameux Minggong, les soutiers de la croissance, mais évidemment, certains Chinois sont tentés de dire Mao, réveille-toi, que sommes-nous devenus pour être plus inégaux que nous le serions aux États-Unis. Alors, l'autre problème, en dehors de cette fantastique inégalité, c'est évidemment la pollution qui est devenue insupportable pour les Chinois, parce qu'il ne faut pas oublier que le désert de Gobi est à 50 km de Pékin, qui connaît un stress hydrique sans pareil. L'eau potable n'est jamais consommable en Chine, même pas dans les grands hôtels, et surtout pas. Imaginez que les grandes métropoles côtières, Shanghai, 22 millions d'habitants, les énormes skylines à la new-yorkaise tassent la terre, donc la ville s'enfonce, car Shanghai est à 5 mètres en bordure de mer, donc l'eau salée avance, dévastant les rizières. Parlons du barrage des Trois Gorges, de la pollution de l'air qui, au lieu d'être à 30, je crois, le coefficient supérieur admis par l'OMS atteint des 300 ou des 400. On a vu ce que c'est quand il atteint 100 à Paris ces dernières semaines. Donc, et puis, donc dans ces problèmes véritablement vitaux entre hommes et des hommes avec la nature, on peut ajouter, et on pourrait presque terminer par cela, la contrainte géopolitique. Le vocabulaire actuel officiel, c'est la renaissance de la Chine, qui tente de retrouver sa mouvance et ses influences du XVIIIe siècle, mais qui englobait les mers de Chine orientale et méridionale. Or, il faudrait que la Chine s'aperçoive que nous ne sommes plus à la même époque. Existent bien les Philippines, existe bien le Vietnam. Un Vietnam longtemps qualifié dans l'Empire des orteils de l'Empire, c'est charmant. Donc, et au-delà, la Chine donc entendrait repousser les États-Unis au milieu du Pacifique. Donc la Chine se dote d'une aérospatiale, déjà avec le deuxième budget militaire du monde, extrêmement prenant. D'ailleurs, actuellement, elle est en train de, comment dirais-je, la Chine est actuellement de rénover entièrement une puissante flotte aéronavale, au détriment de l'APL qui est traditionnellement terrienne. Alors ça, donc, il faut que la Chine, pour ses voisins, généralement plus petits qu'elle, et même quand c'est un géant comme l'Inde, et par rapport à l'Occident, tout ça, ça risquerait de faire une diplomatie contre-productive, une espèce de, comme dit Hubert Védrine, invité d'honneur à plusieurs reprises à ce festival, elle est en train de secréter une coalition des inquiétudes. Donc c'est à la Chine d'apprendre à ne pas faire peur, même si elle a l'habitude d'étrangler le poulet pour faire peur aux singes. Vous voyez sa stratégie habituelle. Et au total, disons qu'elle doit passer d'une économie quantitative, peu sourcilleuse de ménager les ressources de la nature et les ressources humaines, à une économie qualitative, inclusive, tournée vers elle-même. Et ça peut être une chance de la France parce que à ce moment-là, il faut parler de sécurité sociale. La Chine s'intéresse, incroyable mais vrai, à la sécurité sociale française ou allemande d'ailleurs, les deux pays qui l'ont créée. Elle s'intéresse, il est grand temps, à la qualité de la nourriture et de l'alimentation. Elle s'intéresse, le grand phénomène, c'est que ce grand vieux pays rural est devenu un pays urbain pour la première fois de son histoire, et les Français ont de très bons atouts pour lui vendre le concept et la réalité de ville durable. Tout cela n'aurait évidemment, si elle prenait ce chemin-là, alors s'inscrivent effectivement
des convergences d'intérêts, des affaires plus qualitatives que quantitatives et des avenirs qui se rééquilibreraient. Et sur la base incontournable de la réciprocité, nous avons commencé par là, qui n'existe pas encore, mais c'est le chemin de la rencontre, chacun restant avec sa culture ce qu'il est, bien entendu. On peut apercevoir là des convergences sans être un doux rêveur, mais effectivement, le chemin sera long parce que il faudrait que dans un pays déstabilisé par tant de croissance, le parti communiste chinois n'ait pas peur de son propre peuple lui-même. Et une toute dernière question. Comment voyez-vous évoluer les relations entre l'Union européenne et la Chine dans les années à venir? Depuis l'époque de Mao et de Gaulle, la Chine, à juste titre, souhaite, comme l'Europe, un monde multipolaire. Non pas spécialement anti-américain, mais un monde multipolaire qui permet à la Chine ou à l'Europe d'avoir dans la gestion du monde contemporain la place qui leur revient. Et il en serait de même évidemment pour la Russie, qui est un autre très grand pays, et puis pour l'Afrique, qui est incontestablement le nouveau continent d'avenir, selon nous. Donc, normalement, si l'on parvenait à rééquilibrer sur le thème que nous avons dit, l'agroalimentaire, la propreté, le savoir-faire de produire plus, avec moins, bref, la nouvelle économie à inventer, la balance commerciale pourrait être rééquilibrée. Et quand on pense aux affinités culturelles qui existent entre la Chine et l'Europe occidentale, l'Allemagne par exemple est un autre empire du milieu quelque part, Mittelstand, mais on sait aussi que traditionnellement les élites chinoises sont pleines d'admiration et sont très demandeurs d'éducation et de culture française. Alors là, oui, on pourrait facilement entrevoir des relations beaucoup plus apaisées et élargies, donc nous disions, à la Russie, aux États-Unis, à l'Afrique, au monde musulman, que d'ailleurs les Chinois connaissent très bien. Et ce n'est pas, il ne faut jamais insulter l'avenir, c'est une voie qui peut rester possible, mais alors avec évidemment des responsables extrêmement cultivés, qui est le don de longue vue. Je parle du côté européen parce qu'en Chine on a 5000 ans et on a les moyens d'attendre culturellement, plus peut-être que chez les enfants gâtés jusqu'à maintenant de l'Occident. Mais il y a de belles perspectives de coopération, car si on respecte l'identité de mondes différents des nôtres, alors sur une confiance renouvelée, je suis persuadé, oui, que l'on peut faire de belles choses avec les Chinois. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, le problème, ce ne sont pas les Chinois qui ont déjà orchestré leur renaissance, c'est simplement à nous de concevoir la nôtre. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup.